Je rappelle le thème. On rappelle le thème. Voilà. Alors, on est devant. Donc, que faire en cas de cyberattaque? Quel bon réflexe, quelle bonne pratique? Anticiper, réagir, remédier, ou sinon, pleurer, prier, espérer. Alors, dans quel cas vous serez? Dans quel cas vous serez? Alors, on va pas faire un quiz, pas ça. Non. Peut-être on va commencer par se présenter. Déjà, Anne Souvira. Donc, Anne Souvira, commissaire divisionnaire honoraire, ancien chef de la mission cyber de la préfecture de police. Et donc, aujourd'hui, de temps en temps, on me demande, alors je viens, où j'écris des articles, comme dans Global Magazine, où est-ce qu'il est? Il est là, où j'ai écrit quand même 7-8 pages, merci pour l'espace, sur un sujet qui peut vous concerner, je profite, les abus sexuels sur mineurs. Donc la loi, les acteurs, etc. Mais surtout, lisez ce numéro 59, parce que c'est très, très important. Garance. Merci Anne, ravie de faire ce binôme avec toi. Donc Garance Mathias, avocat au barreau de Paris. Je dirige un cabinet qui est spécialisé en cybersécurité numérique. Et avec Anne, on a le plaisir, et merci à l'organisation de nous avoir proposé de faire ce binôme et ce sujet. Ce sujet, alors effectivement, où on est toutes concernés, quelle que soit votre entreprise, votre organisation, votre posture, votre position, qu'importe, on est concerné un jour, peut-être, déjà, peut-être, dans le futur, peut-être aussi. Donc là, l'idée avec Anne, c'est déjà de vous faire participer. On aime bien effectivement les choses interactives. Il va y avoir plusieurs temps, comme l'a dit Anne, mais voilà. Le premier temps, peut-être, de ton propos. Alors, le premier temps, c'était la responsabilité du board face au risque cyber. Donc, vous n'êtes pas dans le board. Et donc, il faut que vous leur appreniez que c'est eux qui portent le risque cyber. Donc, tout ce qu'on va vous dire, c'est tout ce que vous devriez faire, auriez dû faire, n'avez pas fait, ou avez fait un petit peu, ou beaucoup. Et il faut leur shooter ce risque-là pour qu'ils comprennent bien qu'il faut qu'ils vous aident. Et que c'est leur boulot de vous donner les moyens. Parce qu'ils sont garants, bien sûr, de la pérennité de la boîte, et puis de faire le retour sur investissement. Hein. Parce qu'une boîte, c'est fait pour faire du pognon. Ouais. Merci pour ton discours cash. Ah oui, on n'a pas le temps. Hein. Cash, voilà. Et alors, c'est bien, c'est qu'effectivement, dans cet événement, on peut se parler franchement. Et oui, la responsabilité, ça va être un des mots-clés. La responsabilité des dirigeants, du dirigeant. Alors peut-être que certains d'entre vous, effectivement, sont au comité de direction, qu'on appelle ça board, ou autres, français, anglais, ou d'autres encore spécificités du droit des sociétés. Mais avant toute chose, ce sont les dirigeants, voilà, qui doivent être sensibilisés, comme vient de le dire Anne, puisqu'il y a effectivement une responsabilité par rapport aux salariés, par rapport effectivement aux investisseurs, par rapport aux clients, par rapport aux fournisseurs. Donc vous voyez, il y a ces cercles qui se rejoignent tous par rapport à l'entreprise. Les cyberattaques, sont exponentielles. On en parle depuis déjà quelques années. Avec notre binôme avec Anne, effectivement, vous voyez, police, avocat, c'est aussi de vous faire part de notre retour d'expérience et des bonnes pratiques et de répondre, on l'a dit, à vos questions, à vos interrogations. Donc, et surtout aussi de repartir avec un petit peu une checklist, on va dire ça comme ça. Assez longue, hein. Tout de suite, hein. Voilà. Alors, on fait du teasing aussi. Hein. Bon. Voilà. Alors, la première menace à 5 ans, c'est la menace cyber. Donc, c'est pour ça que vous êtes là. Et donc, qu'est-ce que vous avez en portefeuille pour minimiser la menace cyber? Donc, déjà, on a dit tout à l'heure, anticiper, réagir, remédier. Plutôt que pleurer, prier. Déjà, bien. Vous avez un mot. Alors, pour pas pleurer. Alors, peut-être, si on spoil aussi, on ne gagne rien avec nous. Ah oui, non. Non, il n'y a rien à gagner, juste à bosser. Alors, l'anticipation. Anticiper, c'est
avoir une stratégie opérationnelle. Donc déjà, est-ce que tout le monde a une stratégie opérationnelle? Ça fait pas tant que ça, hein? Non, mais j'ai levé franchement la main là parce qu'on voit pas. Bon, ça fait presque 40, 60. Bon, ça veut dire qu'il y en a qui pleurent ou qui espèrent ou qui prient. Donc, alors, on vous a dit on a un VIP là. Donc, la formation, apprendre, savoir comment anticiper, eh bien, le cybermalveillance.gouv.fr, vous allez avoir déjà toutes les informations qui vont vous aider à pouvoir réfléchir et mettre en œuvre cette formation. C'est appliquer toutes les informations à créer une stratégie pour éviter évidemment ou minimiser les coûts des attaques. Enfin, les coûts d'ailleurs, les coûts comme ça et les coûts des sous. Vous avez donc le programme dans les contenus de cybermalveillance. Vous les aurez plus tard, mais vous avez Sens Cyber, e-sensibilisation, parce qu'il faut sensibiliser d'abord vos propres... en plus du board, il faut quand même sensibiliser les gens sur le terrain, parce que vous ne l'avez pas fait. Évidemment, ça sera la porte d'entrée la plus simple. Donc, vous avez ça, vous avez les 10 mesures essentielles pour assurer la cybersécurité du numérique, et vous avez, pour la gestion de crise dont on parlera tout à l'heure, le programme Sensi-Crise, qui est développé à partir du ComCyber, des réservistes, avec cybermalveillance, c'est-à-dire la police nationale, les gendarmes. Donc, selon que vous soyez en territoire police ou gendarmerie, vous allez de toute façon trouver des MOOC à faire. Tout ça, c'est gratuit. Donc là, il n'y a pas besoin de demander au board combien ça coûte. Il faut que les gens le fassent. Ainsi que les MOOC de l'ANSSI qu'il y a aussi. Et donc, vous allez regarder les publications sur le site de l'ANSSI, cyber.gouv.fr. Vous avez les publications, par exemple, sur les ransomware. Qui est-ce qui a prévu un plan de continuité d'activité ou de reprise d'activité? J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu plus. Bon. Donc, ça veut dire quand même qu'il y en a certains qui ont anticipé. Ce plan, ces plans-là, tout ce que vous allez apprendre, c'est ça destiné à pouvoir les mettre en œuvre. Qui est-ce qui a une cellule de crise activable? Alors, activable, c'est-à-dire le mec, il n'est pas en congé, il n'est pas de descente d'astreinte et de montée d'astreinte, et c'est pas le même jour. Hein. Parce que ça, je l'ai vu au ministère de l'Intérieur quand même. Hein. Les gars, il y en a un, il est parti en week-end, l'autre, il est rentré le week-end, et pendant deux jours et demi, il n'y avait rien. Et évidemment, on s'est pris une attaque. Enfin, quand je dis une, à l'époque, c'était déjà plusieurs. Donc, voilà, une cellule de crise activable, on sait qui est dedans, on peut le joindre, et on a un suppléant. Si on n'a pas de suppléant, on peut s'être cassé les pieds, on peut être malade, voilà. Et on a toujours une bonne raison, forcément, statistiquement, pour qu'il y en ait un qui ne puisse pas être là. Alors, dans cette cellule de crise, on y met au départ les chefs. C'est-à-dire ceux qui sont quand même concernés, le board, on va dire, mais rapidement pour qu'ils mesurent ce qu'on va faire, qui va la piloter, et c'est pas eux, parce que sinon, ils vont vous pourrir la vie. Sauf s'il y en a un qui est déjà un spécialiste du truc. Et donc, un briefing, et puis après, des briefings pour eux, mais indépendants de la gestion de la crise opérationnelle, si je peux dire. Voilà. Bon, Garand, je vais te laisser la parole pour que tu leur parles de peut-être une petite cartographie et ses réseaux. Alors, la crise, on a vu effectivement la cellule de crise. Cellule de crise, et on a vu à peu près, vous en avez tous une, plus ou moins activable. Mais partons effectivement d'un principe positif. Petite information. J'ai dit qu'effectivement, on ne gagnait rien ici, mais après, nous allons mettre à votre disposition, parce que ça faisait partie de notre envie avec Anne, et dans le cadre de Ready for It, de vous donner, de faire un support sensibilisation. Tout ce qu'on va vous dire est mis en slide et vous sera communiqué après.
Donc, c'est important dans l'effort et sur anticiper, sensibiliser les 2 mots-clés qui ont été prononcés par Anne. La crise. La crise, elle n'intervient jamais quand on le souhaite. Évidence. Première évidence. La crise, elle intervient toujours, si vous voulez, et dans un moment où on va être surpris. Deuxième évidence. Troisième évidence, les personnes qui vont être dans la cellule de crise ne seront pas disponibles pour des raisons X ou Y, qu'importe. Mais vous arrivez un beau matin, que ce soit la typologie de crise, rançongiciel par exemple, pour renvoyer effectivement aux supports qui ont été mis en avant par Anne. On peut dire aussi que la CNIL met aussi beaucoup d'informations à votre disposition. Plus personne ne peut travailler, suivant une typologie. Je suis avocat, mais je vais vous parler aussi d'humain. L'humain est au cœur de tout. Le stress. Votre stress, le stress des équipes, et je ne parle pas encore du stress de la direction. Plus des sociétés qui sont cotées ou autres, des organismes publics et autres conséquences. Donc effectivement, il va y avoir une cellule de crise qui va s'activer, qui ne sera peut-être pas dans la configuration optimale de celle qui aurait été prévue sur le papier, mais au moins elle a été prévue sur le papier, donc on a pensé, donc il y aura une réaction, et il va falloir en même temps avoir des équipes techniques capables de répondre à la menace et identifier, remédier cette menace technique, où ça peut prendre du temps. On verra après effectivement la rançon, les enjeux liés à la rançon et le rôle effectivement des services de police et de gendarmerie. Il va y avoir aussi donc une partie comment je rassure, comment j'explique, comment je dis. Et ça, chaque organisme, c'est-à-dire que là on est une grosse trentaine, chaque organisme va avoir sa propre communication. Je parle de communication interne, non pas externe, et je ne parle pas de notification de violation et ni de communication aux personnes concernées. Dans tous nos métiers, on a des points communs, les mots ont un sens, et il y a des délais. Et il y a aussi le fameux tic-tac, tic-tac, tic-tac de la conformité. Donc, on gère le stress, ça, pratique sportive, tout ça, mais il y aura d'autres ateliers. On rassure, on met en place, et là, même si ça ne s'est pas passé comme c'était prévu sur le papier, on s'est tous gérés, et ça fait partie, on va dire, d'un ADN qu'on a en commun, la gestion du risque. En revanche, et je vais reprendre ma partie juridique, qui est les délais qui courent. Chaque organisme, suivant vos secteurs, peut avoir des délais qui sont différents. Secteur santé, secteur financier, et encore d'autres secteurs, aériens, enfin, on ne va pas passer tous les secteurs en revue. On ne sait pas, suivant, est-ce qu'il y a eu exfiltration, pas exfiltration, où en sont nos sauvegardes, enfin, il peut y avoir plein de questions qui sont extrêmement pertinentes, où les informations, vous ne les aurez pas tout de suite. Vous aurez un début d'information. Vous aurez aussi une crise qui va pouvoir s'étendre. Je suis en France, mais j'ai des filiales en Europe, à l'étranger. La temporalité. Les Philippines dorment actuellement. Les États-Unis se réveillent. Comment je gère? Donc on voit, effectivement, j'ai pris des exemples, mais on peut faire la même chose sur des sites en France, sans qu'il y ait de décalage horaire, mais avec, par exemple, sur l'industriel, un mécanisme de prise de poste en 3-8 ou autre, suivant les contraintes. Donc il y a ça. Donc effectivement, indépendamment d'un risque métier, indépendamment, j'ai fait la territorialité, ça veut dire d'avoir une cartographie en disant j'ai mes délais de conformité français, mais j'en ai peut-être d'autres à ne pas oublier. Donc à mettre en point de warning et peut-être à mettre et anticiper dans la gestion de ce qu'on appelle une main courante, puisqu'effectivement, cette main courante avec les heures et les prises de décision,
qui seront bonnes ou mauvaises, on n'est pas là, parce qu'une décision doit être prise et assumée, et une décision qu'on prend à temps avec ce niveau d'information doit être effectivement actée. Violation de données, vous le savez tous, je ne vous ferai pas l'affront. Hein, le délai en cœur 72. Merci Anne. Voilà, mais oui. Dès qu'on a connaissance. Il y a d'autres délais, et sur les personnes concernées, c'est dans les meilleurs délais. Une notification auprès de la CNIL quand il y a des données personnelles, et la plupart du temps, il y a des données personnelles. Je rappelle qu'une donnée à caractère personnel est un nom, prénom, ou une adresse IP, ou un log, ou autre, voilà, peut se compléter. Donc, 72 heures. Et surtout, la CNIL accepte du retard. J'ai parlé de stress, j'ai parlé d'humain. 72 heures passe très vite. Il y a peut-être du retard. Je n'ai pas dit qu'on devait la notifier 15 jours après. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il peut y avoir effectivement une gestion en disant, est-ce que c'est notre priorité? Vous voyez, je me mets dans la peau. Est-ce que c'est notre priorité? Je sais que je dois la voir. Je sais que je dois la faire. Est-ce que j'ai les éléments pour la faire? Oui, non. Voilà. Mais je ne l'oublierai pas. Et je gérerai et j'expliquerai un retard. Et surtout, comme une plainte, se complète. Je vais venir après sur la plainte, mais à moins que tu aies envie d'en parler. Je vais juste dire un truc. C'est pas parce que vous faites fraquer vos systèmes que des données vont être parties et qu'on va devoir notifier à la CNIL cette fuite de données. Si ces données, elles sont toutes chiffrées, c'est pas la peine de lire à la CNIL, parce que sinon la CNIL elle va être submergée. Hein. C'est que les données violées, susceptibles d'être compromises, parce qu'elles sont pas chiffrées. Alors, par exemple. Pour préciser, chiffré avec un outil de l'entreprise, pas chiffré par un logiciel. Hein. Je redis un petit peu les évidences avec un peu d'humour. un peu d'humour. Bon, d'ailleurs, si vous voulez savoir si vos données chiffrées par un logiciel ont déjà été déchiffrées par quelqu'un d'autre, il y a un site nomoreransom.org. Vous l'aurez, c'est pas la peine de retenir. Commencez d'abord par regarder le site si jamais vous faites chiffrer les données. Et les données, bien sûr, c'est les données, les postes de travail en partage, les sauvegardes, parce qu'on fait ces sauvegardes tout en étant ouvert sur Internet, enfin on fait que des bêtises, si je peux pour être poli. Et donc, une fois qu'on s'est fait chiffrer ces sauvegardes, on peut aussi se faire chiffrer les serveurs. Bon, parce qu'évidemment, on fait des sauvegardes sur le même serveur, qui est complètement idiot. On doit ségréger la sauvegarde des serveurs sur lesquels on bosse, etc. Donc, c'est des trucs complètement bêtes, mais on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Alors là, c'est la checklist des points à vérifier post les 2 journées. Hein. Voilà. Et surtout même, est-ce que vous faites des sauvegardes? Et est-ce que vous avez vérifié qu'il y a quelque chose dans les sauvegardes? Vous voyez, ces trucs-là, on le voit tout le temps. Est-ce que vous avez une cartographie de votre système? Parfois, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez des traces, des logs? Ah ben, il n'y en a pas. Au début de Microsoft 365, personne n'avait pris l'abonnement au log. Donc, ils venaient tous déposer plainte. Ils disaient, bon, alors, les traces, qu'est-ce qu'il y a, gna, gna. Et le gars me dit, j'ai pas de traces. Je dis, comment vous n'avez pas de traces? Vous avez Microsoft. Finalement, j'ai appelé Microsoft. Ils m'ont dit, ah ouais, mais ils prennent pas l'abonnement, ils veulent faire des économies. Donc, on n'avait pas de traces. J'ai dit, pas de traces, pas d'enquête. Alors, avant l'enquête, il y a le dépôt de plainte. Hein, parce que là, tu as loupé l'étape. Oui, enfin. Voilà. Peut-être qu'il y a le dépôt de plainte. Peut-être. Mais on va dire si on est. Alors, peut-être. Est-ce que vous avez réfléchi à est-ce qu'on va me laisser déposer plainte dans ma boîte? Qui dépose plainte? Qui Après, alors, bon, qui dépose plainte? C'est pas la peine d'envoyer le big boss parce que de toute façon, il va pas comprendre les questions qu'on va lui demander. Mais une délégation de pouvoir. Et donc, on va envoyer le technicien avec la délégation de pouvoir pour déposer plainte pour toute infraction, etc. Hein. C'est pas la peine de dire pour ceci ou pour cela. Non. On qualifiera les faits après. Il faut juste qu'on ait quelqu'un qui soit capable de décrire les faits et d'avoir une orientation à peu près de quoi il s'agit. Et juridiquement, c'est sûr que les fonctionnaires, ils savent, eux, à quoi ça correspond. Ce que vient de dire Anne est effectivement essentiel. Voilà. Le dépôt de plainte, va vous permettre d'être qualifié de victime. Victime, voilà, c'est très important. D'où le CABIS à jour de 3 mois, alors, moins de 3 mois. CABIS à jour, moins de 3 mois. Ça se commande très facilement. On accepte même des CABIS
qui ne sont pas certifiés par le greffe. Enfin, je dis les services de police, après, on régularise, voilà, ou gendarmerie. Très important d'avoir, comme on a sa cellule de crise, sa cartographie, d'avoir sa petite PAC, welcome box, on va dire ça comme ça, pour se rendre dans un service de police. Ce sont, alors, pas besoin de le prévenir à l'avance, que les cabis, c'est 3 mois, mais n'oubliez pas qu'on va vous demander la forme sociale. Peut-être des choses qui vous semblent complètement, je reviens sur le stress, complètement voilà, mais c'est essentiel. Si la personne morale n'est pas identifiée d'une manière correcte, il va y avoir effectivement des difficultés, quitte à joindre un organigramme du schéma de société, par exemple, puisqu'il y a des holdings suivant les complexités ou autres, mais il faudra identifier la victime ou les victimes. Parce que dans le cadre d'un groupe de société, il peut y avoir des victimes. Donc, très important pour faciliter le travail des enquêteurs, le travail des magistrats, bien entendu. Et effectivement, délégation très large. Ne vous compliquez pas la vie. Enfin, voilà, il y a autre chose à faire. C'est effectivement large, juste pour permettre effectivement de préparer le dépôt de plainte. Dépôt de plainte, il va falloir venir avec des documents. Donc, on en a dit un, le CABIS, pour nous c'est évident, j'en ai dit un autre, un organigramme de la structure des entreprises. Il va falloir aussi donner, l'a dit Anne, les preuves, que ce soit par exemple une souche de rançongiciel, le message ou autre, mais tous les éléments. Et là, je reviens sur la partie technique. Et d'ores et déjà, il y a un mot clé qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le mot préjudice aussi. Bon, le préjudice, ça restera pour la victime. Parce que déposer plainte, ça veut dire qu'on a été reconnu comme victime. Et le préjudice, pour pouvoir l'évaluer, ce sera plus tard. Mais avant, dans les éléments techniques. Si jamais vous avez un rançongiciel qui commence à rentrer dans votre système, vous vous rendez compte. Et donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous débranchez l'électricité, vous débranchez la prise réseau. Qui c'est qui est pour l'électricité? Bon, qu'est-ce qui est pour la prise réseau? Everybody. Bon, c'est bien. Oui, parce que, non mais on l'a vu. Le problème, c'est que si on débranche la prise électrique et la prise réseau, ça voudra dire qu'on n'aura plus ce qui se passait au moment où on découvre les faits. La mémoire vive sera cuite. Donc, pour ça, il faut penser à le dire. Parce qu'il y a toujours un collaborateur qui veut bien faire et puis il va vous débrancher à mauvaise prise. Et puis le réseau va continuer à courir et donc à se latéraliser à l'intérieur. Enfin, donc là, apporter, si on peut, ensuite avoir documenté la récupération des éléments de preuve qu'on fait. Par exemple, vous récupérez vos logs. Vous avez bien sûr fait un dump de tout votre système. Et donc, vous pouvez le garder à disposition des fonctionnaires parce que, rassurez-vous, je le dis tout le temps, mais ce n'est pas celui qui prend la plainte qui parfois peut vous paraître un peu bête. C'est pas lui qui va faire l'enquête, bien évidemment. C'est un service qui va avoir des investigateurs en cybercriminalité ou des NTEC pour les gendarmes qui, eux, vont comprendre de quoi il s'agit une fois qu'ils auront la clé USB que vous aurez apportée ou le CD-ROM que vous aurez gravé. Bon, donc, ça, c'était pour pas... ça va arriver que vous n'avez pas le cabis et le gars va vous dire sortez, moi je ne prends pas de plainte sans le cabis. Ben non, on ne sort pas. Il ne va pas vous dire... je ne prends pas le cabis parce qu'en fait, ils font des trucs comme ça. Là. Alors, lui, il faut le cabis, il faut ci, il faut ça. Mais eux, ils ne comprennent même pas pourquoi c'est. C'est juste que le cabis, comme disait Garance, c'est vraiment pour qu'on sache qui est la victime. Parce que la victime et le plaignant, ce n'est pas forcément la même personne. Il y a l'action civile de la victime qui est destinée à peut-être plus tard se constituer partie civile et à avoir des dommages et intérêts. Mais il y a surtout l'action où on dit, monsieur le procureur, voilà, il y a eu une infraction à la société en général, et le procureur, lui, va identifier les faits grâce aux services de police qui sont ses yeux et ses oreilles, et savoir leur dire, continuez, cherchez qui. Et ensuite, au nom de la société, on les poursuivra. C'est pour ça qu'il faut bien faire cette distinction-là entre la partie civile, la victime, et puis la partie publique, si je peux dire, l'action publique.
Alors, l'action publique, pardon, juste pour que tout le monde comprenne bien, une plainte n'est pas publique. L'action publique est un terme, on va dire, juridique. Rien n'est public. Voilà, rien n'est public. Voilà, très important, vous déposez plainte, puisque c'est parfois des questions qu'on a encore, mais je ne veux pas déposer plainte, tout le monde va le savoir, tout le monde mais non, non, justement, déposer plainte. Après, même si, autre posture, j'avais pas bien fait mes sauvegardes, enfin, non, non, très important. Très important, on peut toujours, on l'a bien vu, hein, rien n'est parfait, l'état de la menace évolue, les menaces sont exponentielles. Déposer plainte avec le maximum d'informations pour aider les enquêteurs. Donc, pour la remédiation, on a dit anticiper, on l'a vu, réagir, donc gérer la crise, piloter sous certaines conditions et avec vraiment de la discipline, et remédier. Remédier, ça va être reprendre l'activité et sortir de la crise. Mais alors, on va réinstaller ces systèmes sur une sauvegarde antérieure à l'attaque, et si possible non compromise. Donc ça, il faut s'assurer tout le temps qu'on a une sauvegarde à dispo et non compromise, parce que si vous ne voulez pas payer, on va le dire, votre ransomware, faut être en mesure de dire voilà, je ne paye pas parce que tu peux toujours courir, puisque de toute façon, je vais redémarrer avec une sauvegarde propre une fois que j'aurai nettoyé mes trucs. Changer le mot de passe aux équipements touchés. Alors évidemment, avant la reprise, la remise en service. Hein. Faire les mises à jour des logiciels, tout ça, on enfonce des portes ouvertes, mais je vous assure, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et ils remontent des systèmes pourris. Donc attention à ne pas remonter un système, pourri. Et bien sûr, ça, vous le savez tous, hein, faire régulièrement les mises à jour de l'ensemble des ordinateurs, des laptops, corriger les vulnérabilités dans les bons délais, pas dans le... Quand c'était pas WannaCry, c'était avant Dridex. Avant Dridex, on avait déjà, depuis plus de 3 semaines, la connaissance de la vulnérabilité. Tout le monde le savait. Et il y en a plein qui n'ont pas patché. Tous ceux qui n'ont pas patché, ils se sont fait avoir, sauf ceux qui avaient APP Locker. Il n'y en avait pas beaucoup, mais nous, on l'avait. Mais voilà. Donc, sincèrement, le temps, c'est vraiment, il faut faire ce qu'il faut pour qu'on corrige les vulnérabilités. Et puis, ceux qui vous disent « Ah ouais, mais ça risque l'effet de bord de ceci, l'effet de bord cela », des fois, il vaut mieux un effet de bord qu'on va pouvoir établir plutôt qu'une vulnérabilité que tout le monde connaît et que le monde entier va exploiter. Il va tomber... Vous allez dire, ah, mais ils ne tomberont jamais sur moi, moi je suis une petite boîte, machin, un truc que personne ne me connaît. Mais ils s'en foutent. Ils essayent la porte qui est ouverte. Ils ne savent pas. Et donc, pensez bien que l'e-Charmel, c'était quand même pas non plus la boîte la plus connue en tant qu'entité économique. Elle était connue plus par ces femmes en soutien-gorge et à petite culotte sur les panneaux publicitaires. Mais n'empêche qu'eux, ils ont failli mettre la clé sous la porte, ils ont été en redressement judiciaire pour le moment, et ils ne se sont sauvés que de justesse. Et je passe toutes celles qui ont mis la clé sous la porte vraiment. Donc, je crois qu'il y a un truc que j'ai oublié de mentionner. C'est dans la gestion de crise cyber. Puisqu'on était dans la formation, c'est encore lui là. C'est Sensi. Oui, non. On termine là-dessus. Alors, Sensi crise. Donc si, non, mais on n'a pas que le 17 cyber. Oui. Si, on a parlé dès le début et il y a un slide spécial 17 cyber avec tous les numéros. Et sur le Sensi crise, il n'est pas encore dans le slide. Mais oui, le 17 cyber. J'ai parlé tout à l'heure, si. Le 17 cyber, c'est vous tapez 17cyber.fr et vous aurez tout sur toutes les réponses à vos questions qu'on ne pourra pas vous donner aujourd'hui, mais elles sont à votre disposition, elles sont gratuites. Vous pouvez même faire un diagnostic de votre état de cybersécurité. Et au pire, si vous avez le CERT-FR de l'ANSSI, je fais bien la différence, parce que pour les gens, c'est plutôt nébuleux, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, ils ont des sondes de partout, il y a des choses qu'ils voient. Ils peuvent vous appeler pour dire attention, là, voilà ce qui t'arrive, il faut faire quelque chose.
Bon, eh ben, si vous avez, ils peuvent vous appeler et vous pouvez aussi leur signaler en réponse ce que vous avez fait ou leur poser des questions sur ces CERTFR, SSI, gouv.fr ou alors 3218. 3218, je l'ai fait. Comme ça pour voir comment ça marchait. Vous savez, si vous êtes ceci, cela, tapez 1, tapez 2, tapez 3 et après vous allez avoir un opérateur qui va correspondre à ce que vous avez demandé. Mais ça, c'est plus pour les j'allais dire, si on vous appelle ou si vous êtes un OIV ou une entité essentielle. Hein. D'ailleurs, penchez-vous sur cette question-là, parce que j'ai pas la liste, il n'y a toujours pas de liste. Oui, alors il va y avoir des listes. Là, j'ai parlé de notifications et des délais. Je n'ai pas rajouté les délais qui vont pas tarder à arriver, mais je pense que vous faites tous de la veille sur, indépendamment de votre secteur spécifique. Alors pour ceux qui sont concernés par des secteurs spécifiques, il y a déjà les délais, mais il va y avoir aussi lié à Nice 2 sur tout ce qui est incident effectivement de sécurité. La loi est en cours effectivement de débat au Parlement. Autre point, on est très bavarde, nous sommes bavardes comme d'habitude, mais c'est pour que tout le monde puisse poser des questions aussi. Très important, je vais mettre les pieds dans le plat, je paye une rançon. Voilà, ça arrive, hein, on ne va pas se cacher derrière le petit doigt. Hein. Je paye une rançon parce que, pour des raisons, qui sont les raisons qui appartiennent effectivement à la gouvernance. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis au service de police? Est-ce que je donne par exemple les traces? Est-ce que je donne effectivement plusieurs choses? Oui. La réponse est oui. Après, je n'ai pas dit, et je ne dirai jamais, qu'il faut payer une rançon. Jamais. En revanche, il y a d'autres choses qu'il faut regarder. L'assurance. Vous avez tous entendu parler. Alors, une assurance cyber, pour parler très franchement, ça veut tout dire et rien dire. Alors, pareil, bon réflexe, vous allez lire ou faire lire par votre juriste préféré votre contrat d'assurance avec les garanties, pour savoir déjà si vous êtes assuré au sens plein du terme par rapport à ce risque, ou si il y a des clauses d'exclusion dans lesquelles vous pouvez effectivement ne pas être remboursé, ne pas être assisté. Une assurance cyber, c'est aussi avoir une équipe pour des TPE, pour des ETI qui n'ont pas les moyens d'un grand groupe, avoir tout de suite une équipe d'experts, avoir tout de suite une équipe. Donc, un des premiers réflexes à mettre dans la checklist avant même de la cellule de crise, c'est de vérifier s'il y en a une. Alors, assurance qu'on appelle cyber, assurance perte d'exploitation. Vous voyez, le mot, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça, c'est très important. Et le savoir, avoir une petite note avec le numéro à appeler pour bien distinguer, parce que là aussi, il y a ce qu'on appelle un tic-tac, puisqu'il faut les prévenir dans des délais très courts aussi. Je ne suis même pas sur le remboursement de la rançon, puisque là, c'est encore un autre aspect. Vraiment un autre aspect où tout n'est pas pris en charge, il faut certaines conditions, il faut certains formulaires. Voilà, je reviens aussi dans un métier plus administratif que les assureurs, ils aiment bien avoir effectivement les formulaires, comme on dit, qui vont bien. Donc, il y a des enjeux. Que ce soit sur une attaque qui touche plusieurs sites en France ou à l'international, il va falloir aussi une coordination d'équipe, quelque chose dont on ne parle pas et qui technique, que ce soit pas les choses soient faites en doublon, en triplon ou autre, c'est vous, et je reviens par Anne qui parlait effectivement de la cartographie système d'information et de définir très vite qui fait quoi, et y compris des équipes juridiques. Pas les mêmes territorialités des lois, pas les mêmes lois, mais souvent les mêmes obligations, notification ou autres, et une concertation de travail avec la police. C'est-à-dire, je vais devoir peut-être faire plusieurs dépôts de plainte, je vais communiquer, si mon siège social est en France, à l'ensemble des services. Ça va être très important de le faire. Bien entendu, alors c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais il y a des plateformes pour échanger d'une manière sécurisée, très facile, en 2 clics, avec les services de l'État, pour transférer des fichiers, voilà, puisqu'on ne va pas leur envoyer par mail. Ça va de soi, même si vous n'avez plus de mail et que vous êtes obligé d'utiliser un mail personnel, l'État a mis en place des plateformes qui aident le transfert. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Là, on a fait un petit peu à 360, mais c'était pour vous donner des réflexes, et surtout aussi répondre à vos questions.
Est-ce que vous êtes déjà allé sur le site de cybermalveillance.gouv.fr? Vous dites pas ça pour lui faire plaisir, hein? Bien sûr. Et le label expert. Question? Question, oui, j'allais dire. Pas une question même qui vous tient à cœur. Prétexte, oui. On allait le dire, je vois que les gens là-dessus, c'est pour ça qu'on voulait prendre effectivement les questions, monsieur. Oui. « 32-18 ». Vérifier, oui. Oui, voilà, tout à fait. Oui, la LPM. Et attention au deepfake. Oui, alors Dans attention. vos visios, parce que les faux ordres de virement, c'est de pire en pire, quoi. Enfin, depuis le Drian, on connaissait l'histoire du masque, mais là, avec le deepfake, ça va être compliqué. Alors, un truc, pour savoir si c'est un deepfake ou pas pendant la visio, vous demandez à l'interlocuteur qui passe la main devant son visage. Et là, il n'a pas de main, celui-là. Pour l'instant, avant c'était on regardait les oreilles, maintenant c'est pour l'instant. Donc voilà. Pour l'instant, le monsieur disait le rétex, bien entendu un rétex, très important, ne serait-ce qu'à plusieurs rétex. Rétex, point de vue juridique par exemple, puisque je n'ai pas parlé de la lecture des contrats, mais ça c'est
c'est pas dans l'urgence, ça va se faire après pour effectivement auditer. Enfin, il y a différentes choses. On voulait effectivement vous faire une vision avec ces mots-clés de remédiation, de réagir et effectivement de crise, et en vous donnant les réflexes, notamment effectivement tout le travail qui a été fait par cybermalveillance qui est essentiel. De bien oublier, de bien nous dire la notion de victime, c'est très important. Voilà, ce que vous allez avoir. Des distinctions sur la responsabilité, puisqu'on entend beaucoup dire responsabilité pénale, et voilà, oui, il y a une responsabilité pénale, mais on n'est pas, comme vous voyez, on n'est pas rentré dans ce cas-là. On est rentré vraiment dans le cas d'un dépôt de plainte avec la victime et une qualification de victime, et une plainte se complète aussi. Et ça, c'est très important de le compléter, puisque les éléments, on a bien vu, arriver au fur et à mesure, et y compris au rétex. Il y aura peut-être des éléments, y compris techniques, consolidés, et je pense que les enquêteurs seront ravis d'avoir aussi des rapports consolidés. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez Merci plus de à questions, vous, et on est à votre disposition. de toute façon, on est là debout. Et dernier point, bien entendu, communiquer à l'intérieur, communiquer, gérer, rassurer les personnes, l'humain.